Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau podcast de l'Ascension. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer le podcast comme ça. On vient faire péter des câbles. C'est recruiters in the house. Je suis au taf, je mets mon casque. Mes écouteurs sont au max. C'est la classe, je suis là avec Max Ayad. Je mets la cam, c'est la base. Micro-check, bientôt l'heure qu'on passe à table. Augmente Alors, l'expérience quand j'adore tu ton rap. Donc, tu es Rassa Yagmaï, tu es rappeur, influenceur et directeur talent et culture chez Free. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invite. Alors, j'adore ton rap, mais comment tu arrives à mélanger de l'humour, le recrutement et en même temps d'avoir ce ton, enfin ce fond un peu sérieux et vrai? J'y arrive parce que j'ai tenté de le faire déjà. Je pense que c'est un bon point de départ, même si l'idée sur papier a l'air un petit peu folle et on pourrait se dire que c'est impossible de lier le monde corporate, l'entreprise, le monde RH avec la musique et encore moins le rap. C'est un cumul de cheminement de parcours, on va peut-être y en parler, On va parler. qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis senti prêt, légitime, avec assez d'autorité pour pouvoir le faire. Et puis après, l'audace de le faire et être dans un groupe, Free aujourd'hui, en l'occurrence, qui permet cette liberté d'action. On va revenir là-dessus, on va revenir sur ton parcours. Dans l'idée, aujourd'hui, dans le podcast, c'est qu'on va avoir plusieurs rubriques. Le cliché, pas cliché. L'idée, c'est de voir dans le milieu du recrutement et des ressources humaines Mmh. ce qui est vrai ou pas aujourd'hui, de Mmh. voir ton point de vue là-dessus, parce que tu as plus de 20 ans d'expérience dans ce milieu-là, dans ce monde-là. On va revenir sur ton parcours, parce que tu as un parcours assez atypique, où tu m'avais expliqué que tu as eu d'abord fondre dans la masse, puis après être un peu toi-même. Tu as vu plusieurs entreprises, plusieurs tailles d'entreprise aussi. Tu as fait Mmh. beaucoup évoluer les choses. Et on aura à un moment donné un échange avec le public, parce qu'on a un public aujourd'hui. Bonjour le public. Et ils vont essayer de deviner ton salaire et on aura un échange s'ils veulent te poser des questions, Mmh. parce que c'est aussi un moment un peu Ils savent compter exceptionnel. jusqu'à là ou pas? De quoi? Ils savent compter jusqu'à mon salaire? Parce qu'à ton âge, je sais. Je sais pas. Ah, bah, ça, Au revoir. on va bien voir. Moi, je suis assez curieux de savoir ce qu'ils imaginent. Que souvent, quand on est étudiant, on peut imaginer des sommes astronomiques ou alors complètement l'inverse. Donc, on verra ce qu'ils en pensent de ça. Est-ce que ça te va? Yes, très bien. Bah, on va commencer tout de suite par le cliché, pas cliché. C'est simple, tu vas nous dire si c'est cliché ou pas. Mmh. Les questions que je vais te poser. Si c'est cliché, c'est que c'est faux. Si c'est pas cliché, c'est que c'est vrai. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Alors, on dit qu'il faut éviter aujourd'hui de recruter la Gen Z. Cliché. Est-ce que l'IA va remplacer les recruteurs? Cliché. Est-ce qu'aujourd'hui, le diplôme, c'est indispensable pour réussir? Pas cliché. Le salaire, est-ce que c'est ce qui compte le plus dans un job? Pas cliché. Est-ce que le travail, c'est avant tout une question de réseau? Pas cliché. Est-ce qu'aujourd'hui, les soft skills, c'est plus important que les compétences techniques? Pas cliché. Est-ce que changer souvent de job, c'est mauvais pour sa carrière? Cliché. Est-ce que réussir, c'est juste une question de chance? Cliché. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu m'as dit que tu es originaire d'Iran et tu es arrivé en France à 7 ans. Merci. Et ce qui est assez dingue, c'est que ta langue maternelle, du coup, c'est l'anglais. Mmh. Est-ce que tu as appris le français en France ou comment ça s'est passé? Ouais, j'ai appris, je parlais pas un mot de français avant d'arriver en France en 95, je crois, 94. Je suis né en Iran, période post-guerre, et post-révolution, et donc j'ai rapidement, au bout de 3 4 ans, quitté, le territoire, on va dire, avec mes parents, et on a atterri en Corée du Sud, donc une porte de sortie pour, mon père à l'époque, où il y avait une filiale de sa boîte qui exerçait en Corée du Sud, et j'ai fait 4 ans en Corée du Sud où j'ai pas appris le coréen, mais j'ai appris l'anglais puisque c'était, la langue, Ok. on va dire de ceux qui étaient expatriés ou exilés là-bas. Et ensuite, l'arrivée en France, le retour en France, puisque mon père avait fait ses études en France, s'est fait à mes 7 ans, on va dire. Je suis arrivé en CP à l'âge de CP CE1. Et l'adaptation, on va dire, de ton enfance jusqu'à tes études supérieures, parce que du coup, tu as eu une culture assez différente de la France. Hmm. Est-ce que ça a été un plus pour toi et comment tu l'as vécu? Pendant très longtemps, je ne l'ai pas vu comme un plus. Franchement, c'était l'angoisse. C'était assez dur d'arriver dans un pays, tu connais pas les codes, tu connais pas la langue, en plein hiver, à Taverny, dans le 95. Au départ, on a beaucoup bougé. Après, j'ai grandi plutôt dans le 7-8. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, je peux pas me dire que c'est pas une richesse. Ça a été une de mes forces majeures d'avoir vu des cultures différentes, d'avoir appris l'anglais. Je pense que l'anglais, c'est un bon exemple que je donne. En France, quand je suis arrivé, jusqu'à mes 20 ans, le fait de maîtriser l'anglais et être bilingue
était pas du tout valorisé et je le voyais pas comme un plus, à part voir les films en VO au cinéma. Et encore, je me faisais un peu vanner pour ça. Euh, En fait, c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le monde pro ou Mmh. en premier entretien pour un stage, alors que je connaissais rien du tout au monde de l'entreprise et en l'occurrence au métier pour lequel je faisais un entretien de stage. Le fait de parler anglais, ça a Ah, ça a été aidé. la clé d'entrée pour moi. Ah, parce que c'est vrai quand on est petit, moi je me rappelle, genre, quand on a des cours d'anglais, on n'a pas envie d'apprendre l'anglais, quoi. C'est une corvée, on ne voit Ouais. pas le potentiel que ça a aujourd'hui et qu'en fait, c'est primordial de parler l'anglais, bah, dans le monde du travail. Ouais, bah, j'ai une fille aujourd'hui qui est en sixième et pareil, bon là, elle est sur Duolingo par exemple, Mmh. donc il y a beaucoup de choses qui permettent de le faire de manière plus ludique, mais moi je la lâche pas sur l'anglais. C'est peut-être le truc que je veux qu'elle réussisse, c'est de parler bien anglais euh, pour plus tard. Et suite à ça, du coup, tu as fait tes études à la fac de Nanterre Ouais. Ouais, et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais aller dans le milieu du je recrutement? me voilais la face. Tu voyais la face? Ouais, voilà ce que je me faisais. Est-ce que du coup, à ce moment-là, Ouais. tu pensais quoi quand tu étais, quoi, à peu près 18-20 ans? Tu Hmm. voulais faire quoi dans la vie à ce moment-là? Rien, rien. Vraiment, c'était mon but, de rien faire, d'aller non, mon but, c'était d'arriver à la fac de Nanterre et de faire des foot. OK, Sur, ceux qui connaissent la fac de Nanterre, ça a peut-être bougé. À l'époque, il y avait pas le beau terrain stable pour ceux qui font des études de foot là, mais ouais. ceux qui étaient à côté, tout bosselé. Mais mon but, c'était, voilà, sans te mentir, d'arriver à faire du foot. Je m'inscrivais en fait à chaque année à des trucs, différents. OK, J'ai démarré en bidug, droit, Heu, anglais, espagnol. ouais, Au bout de la deuxième année, j'ai lâché le droit, c'était trop compliqué, mais j'ai fait une équivalence pour garder et d'avancer en deuxième année, OK. anglais, espagnol. Et deuxième année, j'ai lâché l'espagnol qui était trop compliqué et le seul truc que je savais faire, c'était l'anglais. C'était déjà ma zone de confort, j'étais bilingue et OK. j'ai réussi quand même à faire une équivalence, en troisième année et c'est à ce moment-là où j'ai eu ce fameux stage qui m'a fait rentrer dans le monde pro. Ah, parce que tu m'avais dit que tu es tombé par accident dans Mmh. le monde, professionnel. Comment ça, par accident? Bah, tout le temps dit tout le monde dit par hasard, donc je préfère dire par accident Ouais, parce que, le hasard, c'est un petit peu comme, on pourrait se dire: «Bon, bah, du coup, c'est un peu de la chance, en quoi. attendant, ouais, la chance va me tomber dessus». Moi, c'est vraiment un accident dans le sens où, je l'ai vraiment pas, j'attendais pas ça du tout. C'est une de mes meilleures potes, en fait, qui, habitait, à Londres à l'époque, Mmh. qui me dit: «Voilà, mon mec, il travaille dans un cabinet de recrutement. Ils vont ouvrir un bureau à Paris, ils cherchent un stagiaire et ils cherchent quelqu'un qui va faire ça, 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 ça. J'ai rien compris de tous les ça, jusqu'à ce qu'ils disent et qui est très bon en anglais. Mais toi, tu es très bon en anglais, non? Ouais. Ah ouais, Et tu te du dis: coup, «Ah ça, je sais faire ça». ça, je sais faire. L'anglais, je sais faire. Et du coup, je lui dis, bah. Et elle m'a presque forcé, quoi, en me disant, ouais, là, c'est chaud. Mon grand frère, pareil, me faisait, tu sais, les fameux déj de bon, faut qu'on parle et tout, machin. Et je me suis dit: «Bon, allez, on tente» et j'en parle souvent de la préparation de cet entretien, où le mec de ma pote à l'époque me dit, «On va se briefer» et il Mmh. m'appelle et il me parle de l'entretien et c'était du chinois, du charabia pour moi parce qu'il me disait: «Voilà, donc nous, on a un cabinet de recrutement, on aide les entreprises à recruter au sein de leur DSI des profils MOE, MOA et tout» et tu sais, j'étais en mode: «C'est quoi une entreprise déjà?» Tu vois? C'est quoi Ah oui, le ah concept oui, c'est même? vraiment la base de Ah la ouais, base. tu vois? Ouais et donc j'ai mis un costume pour la première fois pour cet entretien et Ça en s'est bien fait, passé? bah, l'entretien s'est bien passé. Et du coup, tu as eu le du coup, au final, tu as eu le stage? J'ai eu le stage Et c'est là où tu t'es et et du coup, tu rentres dedans, tu rentres dans le milieu du travail, donc un milieu mmh, que tu connais pas. Ça se passe comment le début? bah, franchement bien dans le sens où moi j'étais un très bon «soldat» entre guillemets, tu vois? J'étais tellement j'étais pas stressé, mais j'étais tellement intimidé par le fait de rentrer dans un monde totalement nouveau. Donc mettre un costume, arriver à avoir des collègues, enfin bon là, il y avait pas grand monde parce que je démarrais dans un nouveau bureau. Mais tous ces codes-là et le premier jour, il me met une liste, on est en 2006, tu vois? Donc à l'époque, bon, évidemment internet existe, mais pour faire de la prospection, c'était encore une liste de noms, OK. papier, avec un téléphone fixe et puis il me disait: «Voilà, tu appelles des DSI, des DRH, tu prends des rendez-vous, pour leurs besoins en recrutement», tu vois? Oui, tu étais chasseur de tête un peu? Ouais, chasseur de tête, en vrai, on se dit la vérité, Mmh. j'étais, stagiaire, prospecteur, de prise de rendez-vous, pour avec des DRH, des DSI, en faisant genre je comprenais ce que je disais et après plus tard, quelques années plus tard, Mmh. j'assume l'étiquette de chasseur de tête, mais Oui, quand tu as pris un peu le jalon, tu as commencé à mmh, comprendre. Et ce que tu me disais aussi, c'est qu'au début, tu te fondais dans la masse, donc mmh, tu me disais ça et c'est qu'après, tu as réussi à vraiment être toi-même. ouais. Pourquoi tu te fondais dans la masse et à quel moment tu as eu ce déclic de dire: «Je vais être moi-même»? Bah, en fait, je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, on prône, l'authenticité un peu à outrance et tout le monde est,
il y a cette injonction presque à la jeune génération de ah, soyez vous-même, c'est important d'être vous-même dans le monde du travail. Et en fait, je trouve que c'est un peu un piège parce que après, chacun a son parcours, hein. Moi, en l'occurrence, si j'avais été moi-même jour 1, j'avais un petit bout de moi-même encore au premier jour. Il m'a dit enlève ta boucle d'oreille. Tu vois, donc en fait, bien sûr que si je m'étais pas fondu dans la masse, si j'avais pas mis le costume, cravate, si j'avais pas écouté mot pour mot ce qu'on me dit de dire à la virgule près, j'aurais pas réussi à entrer dans le train et tu vois, de prendre le rythme. Et donc moi, c'est ce que je dis. J'ai commencé à me fondre dans la masse, à écouter à peu près tout ce qu'on me disait. Et petit à petit, j'ai commencé à être crédible, à être bon, donc très vite, hein, Mmh. non, mais ça fait un peu présomptueux, mais pour Ouais. le coup, c'est aussi les forces. Ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que je me suis dit, bon, bah, en faisant un peu d'effort, ça peut très vite C'est un peu dans les 2 sens, quoi. ça C'est va que dans les tu deux montres sens. que tu es bon et qu'on peut Mm. compter sur toi. En échange, bah, tu peux être un peu plus toi-même, quoi. C'est un peu cette idée-là. Exactement, jusqu'à ce que, après, je suis rentré dans un autre cabinet où voilà, les codes étaient encore plus feutrés, c'était du middle top management. Et là, en gros, je me suis rendu compte que c'est pas tant mettre un costume, c'est cool, mais si c'est un costume de chez Celio Mmh. versus d'autres types de costumes, ça Ouais, n'a rien à voir. Et en bien fait, il y a sûr. des mondes dans le monde, dans le monde. Et en fait, c'est en rentrant dans c'est à ce moment-là, je pense que je me suis encore plus fondu dans la masse en essayant d'adopter des codes que je n'avais pas pour me faire respecter, Et pour être et crédible. c'est quoi les codes, du coup, du monde du travail? Bah, c'est de c'est de bah, il y a un côté vestimentaire déjà, Mmh. comme je te disais, il y a des nuances, de grès, il y a des nuances de chemise, il y a des Peut-être la façon nuances, de parler aussi, la la façon façon de de tenir. parler, ses hobbies, de ses loisirs, la façon de pas être d'accord avec quelqu'un, de communiquer son désaccord, de communiquer, sa joie et cetera. Donc en fait, typiquement, pendant tu parlais de rap tout à l'heure, on a introduit avec le rap. Aujourd'hui, j'assume le rap Mmh. et j'assume le fait d'avoir fait, 10 ans de rap avant de rentrer dans le monde du travail. Heu, mais à cette époque où j'étais dans ce cabinet-là, c'était impensable pour moi de rentrer dans ce détail-là Mmh. parce que c'était que tendre le bâton pour me faire battre. OK. Petit à petit, je suis rentré par le street art parce que je Mmh. voyais que le street art, c'était quelque chose qui, tu vois, en parlant des hobbies, on parlait de la galerie, de machin et cetera et genre Ouais, c'est une porte d'entrée un peu pour aller un peu vers toi-même. ouais, parce que j'ai dit: «Ah, le street art», du coup, j'ai capté que c'est un truc où il y avait un intérêt commun, même si moi, mon vécu était plutôt, de le pratiquer, Mmh. de manière un peu vandalistique. Vandalistique. Tu vois, j'ai jamais été un très beau graffeur, Ouais. j'étais plutôt un saccageur de train. Mais tu vois et de regarder certains artistes qui pétaient, qui vendaient à des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 € des trucs que je me disais: «Mais ça, c'est rien ça et tout» Mmh. et en fait, vu que j'étais déjà fort, chez eux Mmh. en tant que manager, en tant que développeur de business, en tant que recruteur et cetera, quand j'ai dit: «Ah bah, moi je sais faire un petit peu de ça» et cetera, je leur ai montré, ce que je pouvais faire, à travers des œuvres caricatives tu sais, chacun ramenait sa passion, on faisait des trucs et tout et petit à petit, jusqu'au jour où, la boucle est bouclée, je parle même du rap et je fais même du rap en parlant des sujets, On va revenir un RH. peu après sur ton Ouais. histoire de comment tu es venu à parler de rap, à faire, Mmh. ton côté, ta chaîne YouTube, ta chaîne LinkedIn qui marche assez bien, où Mmh. tu fais des sons, tu fais aussi, des sketchs humoristiques, de ce monde-là. Mmh. Alors, il continue un peu sur ton parcours où, tu me parlais, de Doctolib, donc tu as travaillé chez Ouais. Doctolib. Quand tu es arrivé, vous étiez 300 et tu m'as dit quand vous étiez parti, vous étiez plus de 3000. Yes. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est une façon de recruter dans une petite entreprise et dans une grosse entreprise. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on va Mmh. chercher, par exemple, moi j'imagine sur une petite PME, start-up, on va chercher plus le côté peut-être humain parce qu'on va se dire on n'est pas beaucoup, on va beaucoup Mmh. être l'un sur l'autre. En même temps, peut-être dans une grosse entreprise comme un Total, un Engie ou même Louis Ouais. Vuitton, etc., on va plus chercher vraiment un profil très académique qui a vraiment des hard skills et qui Mmh. va être pris pour ça. Est-ce que c'est un peu cette idée-là C'est ou... bah, je dirais plutôt, cliché, si je veux faire le lien, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà start-up et TPE ou scale-up et Ouais, PME, c'est pas du tout la même ok, chose dans sa façon d'envisager le talent, ok. l'excellence. Mhm. Une TPE, peut être une boîte qui est montée, voilà, avec, quelques fonds, qui a envie de, voilà, ça peut être, un commerce, ça peut être une boutique en ligne, ça peut être quelque chose, mais entre guillemets qui est modeste dans le sens où elle veut, peut-être, recruter un premier stagiaire et ensuite un premier salarié et puis si ça marche bien et cetera. Mhm. Une start-up, dans l'écosystème French Tech 2016-2000, à maintenant, qu'on connaît, dans lequel moi j'ai navigué, c'était, on fait du SaaS, on lève des millions
et tout de suite, on doit accélérer. Donc, le temps et l'hyper-croissance est hyper important. Et donc, en fait, le recrutement, tout de suite, on a des niveaux d'exigence, d'excellence. Et donc, on peut rentrer dans les biais des écoles, des meilleurs tracks, etc. Alors qu'un grand groupe, Mhm. paradoxalement, à un moment donné, en fait, est tellement grand que de fait, il y a plein de façons de rentrer par la fenêtre, par la porte. Alors que je trouve que les startups et les scale-up, en tout cas en France, ça Mhm. change, hein. Il y a des choses qui changent là-dessus. À l'époque où moi j'ai travaillé dans ce monde-là, avec quand même des codes très très spécifiques dans sa façon d'envisager les RH, le recrutement, etc. Ouais, parce que quand tu es RH dans ces boîtes-là, est-ce que du coup tu vas t'adapter à la boîte ou est-ce que c'est toi qui peux dire bah moi j'ai ma sensibilité et je sais par rapport à ma sensibilité je vais Hmm, recruter ces gens-là ou hmm. alors tu vas te dire bah c'est la sensibilité de la boîte, il faut que je change de façon de recruter. Ouais, je pense que c'est plutôt le deuxième, c'est-à-dire la boîte, et c'est très vertical. C'est le founder, le fondateur, le président, enfin le président, le fondateur de la boîte, de la startup, et c'est vrai pour les grands groupes aussi en réalité, sont quand même, ça reste quand même assez vertical. Et donc la façon de voir et faire les choses, donc si le CEO est ultra processé, tu vas avoir une vision du RH qui va être ultra processée. Si le CEO il est un peu plus dans l'action et un peu moins structuré, bah, ça va aussi se ressentir. Et je pense que le rôle du RH là-dedans, dans des early stage startups ou des startups un peu plus avancées, c'est justement bah, de venir et d'être catalyste et agent du changement là où c'est nécessaire. Et suite à ça, du coup, tu es arrivé chez Free, c'est ça? Ouais. Et là, tu es du coup, tu es directeur talent et si, hein, directeur talent et culture chez Free, Mm. c'est-à-dire? Est-ce que tu peux Ouais, m'expliquer un peu ton métier? C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ouais, c'est c'est encore être très. DRH? C'est encore différent? C'est quoi l'idée? Non, ouais, en fait, c'est vrai que pendant des années, ma dominance, c'était le recrutement, le Mhm. sourcing et le recrutement, la marque employeur. Chez Free, c'est très hybride et c'est à l'image de la boîte où tu as pas vraiment de fiche de poste, où tu peux créer vraiment ton impact un petit peu sur mesure. Mon scope, c'est l'ensemble du parcours talent, donc que ce soit la façon dont on attire, qu'on recrute, on onboard et on fait développer les gens. Donc ça, dans des mots et des termes RH plus classiques, c'est le développement des talents, le recrutement et les carrières, la marque employeur, l'attractivité. Et aussi donc la partie culture qui est liée à l'expérience collaborateur et la communication interne, donc les enjeux de com interne. Et donc c'est un scope où évidemment j'ai une équipe qui m'aide, mais qui est très large et qui est, pas forcément le cas partout, parce que c'est plus siloté, je pense, dans d'autres boîtes, mais qui est aussi un peu une tendance et le sens un peu de l'histoire, là où avant, il y avait plusieurs personas. Tu avais le candidat, tu avais le collaborateur, tu avais le new joiner, la personne qui arrive dans la boîte. Mhm. Aujourd'hui, ce parcours-là, en fait, est de plus en plus un même cycle, un même produit, presque, j'ai envie de dire, où il faut aligner le plus les sujets et puis faire beaucoup de mobilité, de plus en plus de mobilité interne versus recruter à l'externe. C'est aussi lié aux enjeux économiques et sur lesquels les RH ont un impact direct. Et bah, moi, ce qui m'intéresse, il y a un truc que je trouve ça assez intéressant, c'est que tu m'as dit que tu as commencé en 2006, donc tu as presque 20 ans d'expérience dans ce milieu-là. Et moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, et je pense que les gens à peu près de mon âge le voient aussi, c'est qu'on a deux idées. C'est que la génération Z ne veut pas travailler, Ouais. et en même temps, on voit que, parce qu'en même temps, ça n'avait pas trouvé de boulot. C'est-à-dire que à Mm. la fois, les recruteurs disent on n'arrive pas à recruter des gens de la génération Z, et en même temps, bah, les mêmes personnes disent j'arrive pas à trouver un boulot, tout est saturé. Ouais. Toi, tu le vois comment au niveau recrutement? Bah, oui, on ressent un petit peu ça. Moi, je pense que ça dépend tellement en fait des métiers pour lesquels on postule et le profil qu'on a. Mhm. Dans certains métiers, dans certains tracks, en fait, ça a toujours été pareil, que tu sois Gen Z, boomer, machin, etc. Ça a toujours été, tu as certains niveaux d'école que tu fais tes stages dans certaines banques, et ensuite tu fais un peu de conseil, et puis ensuite tu finis dans une boîte. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est encore assez vrai. Mhm. Et ces profils-là ont toujours voulu travailler. Et je pense qu'ils ont un cadre bien défini qui les permet voilà, de répliquer un petit peu un modèle. Après, tu vois, si tu prends un exemple d'un conseiller en vente en boutique, dans une boutique Free, ou un conseiller aux relations clients, aux relations abonnés, c'est un petit peu différent. C'est des profils pas forcément qualifiés, qui ne sont pas diplômés toujours. Mhm. Chez Free, on n'a pas la religion du diplôme, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et pour eux, je dirais qu'il peut y avoir parfois des paradoxes entre des managers qui ont des attentes. Je pense qu'il y a juste des choses qui ont un peu évolué. Ouais, Le parce que rapport au travail, le rapport aux horaires, le travail au management et la hiérarchie est un peu différente. Ouais. ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que toi, tu me disais qu'au début, tu as dû te fondre dans la masse. Ouais. Aujourd'hui,
les jeunes n'ont pas envie de se fondre dans la masse, ils veulent directement être eux-mêmes. Mmh. Du coup, est-ce que pour toi, c'est plus le côté de les entreprises doivent faire un effort Mmh. et le recrutement aussi va faire un effort Ouais. sur les jeunes pour s'adapter à ça, Ouais. sur l'envie de développer, sur Ouais. l'envie d'avoir des avantages ou ce côté-là? Ou alors est-ce que c'est les jeunes qui doivent se dire, bah, en fait, je dois Ouais. commencer ma carrière comme ça, un peu Yes. comme un soldat, pour après Mmh. pouvoir m'épanouir? En fait, je pense que la norme, c'est quand même, il y a un rapport de force qui a toujours été en faveur quand même des entreprises face au marché de l'emploi. Ce rapport-là, il y a eu une espèce de bulle pendant quelques années qui s'est inversée, mais en fait, on revient quand même déjà. En fait, et donc, si on est encore en train de se dire non, mais moi, c'est à l'entreprise de changer, on rate le fait que le monde, un peu la bulle Mmh. a éclaté et on revient déjà sur le monde un peu plus d'avant, mais à l'ère d'aujourd'hui. Et donc, on est déjà un train en retard si on est en train de encore se dire il faut que l'entreprise m'accepte tel que je suis. Ça, c'est mon avis, hein, et elle est OK. un peu tranchée, mais il faut pas se voiler la face. Je trouve que les entreprises et le monde pro a fait plus d'efforts, a fait des efforts significatifs Ouais. et je vais te donner quelques exemples, que ce soit sur le dictat des diplômes, la diversité, que ce soit au niveau des origines, de l'égalité des chances, que ce soit sur la parité homme-femme, que ce soit sur l'handicap, le sujet handicap en Mmh. entreprise, que ce soit de recruter des gens sur la base de compétences et pas sur l'expérience, CV ou parcours. En fait, tu as plein de littérature, tu as plein de modules qui vont t'expliquer comment, en tant qu'entreprise, tu dois te former au biais, te former à à l'assessment par compétences et pas par autre chose, au management non toxique, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez fait pour dire que de l'autre côté, le marché de l'emploi, les candidats doivent aussi s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Mmh. Quelques exemples. C'est très bien de dire en tant que candidat, je veux plus être jugé juste sur un CV, je suis pas qu'une expérience. Mmh. Mais si tu as dit tout ça pour quand ton recruteur en face change sa façon d'évaluer, de te poser des questions Mmh. comme si, et de changer vers du comportement situationnel, des role-play, des compétences transférables, etc. Mais que toi, en tant que candidat, tu te dis, mais comment je vais bien répondre à des questions qui sont différentes maintenant, Ouais. et bah, tu te voiles la face dans le sens où ça ne devient pas plus facile pour autant, c'est juste que les règles du jeu évoluent, mais il faut du coup la compétition est encore plus forte aujourd'hui parce que, en ouvrant les chakras des entreprises, on a Ah. une concurrence plus forte parce que celui qui était avant en train de chercher le même taf que moi, mais juste dans sa filière, peut aujourd'hui être un concurrent pour moi dans un rôle où on va le juger différemment, tu vois? Oui, c'est plus, avant, on va se dire, j'ai mes compétences, je vais pour mes compétences. Si Mmh. maintenant on dit, bah, tes soft skills sont importants, Mmh. bah, si quelqu'un a plus de soft skills que toi alors que tu as des meilleures compétences, en fait, Ouais, tu vas te créer, en fait, encore plus de concurrence comme tu le dis. exact. Maintenant, j'ai envie qu'on aille un peu, sur ton côté rappeur, Mmh. influenceur. Mmh. Ce qui est assez dingue, c'est que Mmh. même là, on a ce côté de quand on est RH, on pense pas à ce côté un peu fun, je trouve. Moi, Ouais. le RH, ça reste, un milieu assez froid, où les gens, ils sont pas très drôles. Mmh. Comment tu t'es dit, bah, non mais en vrai, Ouais. on va pas se jouer la face. Dans l'entreprise, voilà, je sais pas, ou dans l'entreprise, c'est pas, on va pas se dire: «Ah cool», Mmh. et ouais, à quel moment tu te dis, vraiment, tu vas mélanger les 2 quoi? Comment Ouais. tu as cassé ce code-là et comment ça se passe? Bah, en fait, déjà, je pense que, tu vois, bon, oui, c'est vrai qu'il y a le cliché, pour le coup, des RH qui sont un peu aigris, c'est pas très fun, et cetera. Ce qui est vrai, mais c'est enfin, tu vois, on peut, l'imaginer pour la compta, pour la finance, Mmh. pour les développeurs informatiques. Je pense que tout le monde, dans toutes les boîtes, dans toutes les fonctions, il y a des gens plus fun que d'autres, des gens qui se prennent plus au sérieux que d'autres. Donc c'est pas tant, le fait de dire que dans les RH, il faut absolument mettre du rap et du fun, mais plutôt te dire: «Bon, moi, en l'occurrence, il se fait que je travaille dans les RH et en l'occurrence, j'ai un passé qui fait que j'ai fait du rap et j'ai envie, à un moment donné, pour être plus aligné». Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à force de travailler sur l'alignement des valeurs, la réciprocité des valeurs pour les collaborateurs, entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre les modèles de leadership, à un moment donné, tout ce travail-là, pour ceux qui ont déjà fait du coaching ou qui ont réfléchi sur qui ils sont, pourquoi quelle est leur raison d'être au travail, qu'est-ce qu'ils Mmh. veulent faire demain, et cetera, bah, t'amène un petit peu à une introspection sur qui tu es. Et en fait, à force de le faire pour les autres, de discuter avec des gens qui travaillent là-dessus, bah, tu te dis: «Est-ce que moi, est-ce que je suis aligné par rapport à qui je suis? Et est-ce que, mon environnement aujourd'hui me permet de le faire?» Donc ça, c'est le constat que j'ai fait. Mmh. Et ensuite, le deuxième point, c'est que
Je me suis toujours dit, j'écoute beaucoup de musique, le rap d'avant, sur le chemin pour aller au travail et c'est vrai que je me suis toujours dit, c'est vrai que tu le monde artistique de manière générale parle toujours de certaines thématiques. Ouais, des mêmes choses, de d'où on vient, les quartiers un peu au niveau du Bah oui, rap. le rap, c'est le quartier, le Voilà. rapport de force avec la police, et cetera, mais même, Johnny Hallyday ou enfin, tu parles de: «Ouais, je m'émancipe, l'amour, la haine», Mmh. le truc, mais en fait, tout ça, c'est dans le monde n'importe quel clip, vidéo, c'est dans, sous la pluie, dans un Ouais, dans la restaurant, dans un rue et appartement, dans la rue, mais le monde du travail est complètement exclu alors qu'il compose 90 du temps réel, ouais, ça. actif qu'on passe et en fait, dans nos têtes, quand on est, triste, heureux, on a des collègues qui sont potes et cetera. Bien sûr que les 2 sont liés et ça c'est parti de cette réflexion. Pourquoi il y a aucun artiste, chanteur qui parle du taf? Et Ouais, c'est est-ce vrai. que ces gens-là n'ont jamais travaillé, n'ont jamais fait de stage? Dès que tu rentres dans le showbiz, ça y est, c'est fini, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Mais moi, j'ai trop envie de parler de ces trucs-là». Et en fait, c'était dans ma tête et quand j'en parlais, je voyais bien que les gens comprenaient pas trop ce que je voulais dire et surtout quand je disais en plus du rap et tout, ils disaient: «Mais tu un ouf et tout, pourquoi?» Ouais, tu heu vois, tu faire du rap sur le travail, genre quoi? En plus, à l'époque, j'étais chez Doctolib, donc Doctolib qui est toujours, une des entreprises, tu vois, les mieux en Voilà. vue, dans la French Tech et avec un poste à responsabilité et on me dit: «Mais attends, tu à ce poste, qu'est-ce que tu vas te mettre une image de rappeur, machin, de truc en faisant ça?» Et il y a eu une opportunité, donc ça sommeillait en Mmh. moi, j'avais pas encore fait l'acte d'écrire vraiment sur le sujet et j'ai eu, Faria, qui m'a contacté, l'ancienne, CEO de Golden Bees, aujourd'hui qui a lancé, Community, Mmh. qui avec Golden Bees, organisait Disrupt RH, donc OK. au Grand Rex, qui est, des talks de 5 minutes, des leaders inspirants, mais sur des sujets RH, Un et peu comme disait cetera. TEDx, c'est un peu un style de TEDx Exactement, c'est version des RH. des TEDx et en fait, elle me proposait de faire un talk sur le thème de mon choix, et en fait, je lui ai dit: «Moi, je fais le talk si je fais 2 minutes en talk et 2 minutes en freestyle». Et c'est là où elle a été très forte et puis son équipe, m'ont donné totalement carte blanche, m'ont dit: «OK, on te fait confiance, vas-y». Et puis quand j'ai fait ça devant 200, 300, 400 DRH et que j'ai vu l'engouement que ça avait, alors que je parlais quand même de rap, Ouais, ça a été bien pris au final? ça a été très, très bien pris, et tous ceux même qui n'écoutaient pas le rap, moi, c'est parce que je parlais des sujets, du travail, tu vois? Mmh. Je parlais de leurs sujets et c'est là où ça a commencé et ensuite, mes collaborations avec Michael Sayad, mon associé maintenant sur Recruiters in the House. Tu disais que tu as créé, Recruiter in the House. Je le Yes. dis pas très bien, j'ai pas le trop l'accent anglais. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as créé et en fait, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors en fait, ça a commencé avec, un message que j'ai reçu sur LinkedIn, donc soyez tous et toutes sur LinkedIn si vous ne l'êtes pas encore. Sur LinkedIn, on m'a envoyé un message, c'est Michael Sayed qui m'envoie un message en disant: «J'ai vu une photo que tu as postée où, tu as un micro, un fond vert, et j'ai l'impression que tu es chaud. Est-ce que ça te dit, tu vas faire un live Twitch?» Et je lui dis: «Non, je vais pas faire un live Twitch». En fait, je l'ai juste acheté parce que j'étais beaucoup en remote à l'époque avec mes équipes et j'ai dit: «C'est pour faire mes réunions d'équipe». Il m'a dit: «Bah, moi, chaud, je suis», il était youtubeur sur One Piece lui, et il l'est toujours, c'est plutôt un bon, influenceur, One Piece, et il dit: «Moi, j'aimerais bien, pratiquer» et je suis recruteur aussi, tech, «j'aimerais bien, lancer une chaîne Twitch sur le sujet, du recrutement, mais on le fait un peu différemment. On est chez nous, chill, on se sert des verres, on discute et cetera». Et donc, on a commencé à faire ça sur Twitch et on le mettait sur LinkedIn, en même temps. Et on voyait que, tu vois, on a fait peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine d'émissions tous les mardis ou les mercredis soirs. Et on voyait qu'il y avait un bel engouement autour. Et donc ça, au début, c'était ça, Recruiters in the House. Et puis après, entre-temps, j'ai fait le rap au Grand Rex. Et j'ai dit ensuite à Michael, viens, on fait une vraie émission avec un plateau, etc. Et on fait un hymne. Et donc c'était le son d'ailleurs que tu as placé, Au On début? est des vrais cracks, follow me back. Et donc celui-là, on l'a lancé ensemble et Michael, il avait pas rappé avant. Moi, OK. je rappais avant, mais après, voilà, comme tout, jeune, ayant grandi en banlieue et avait rappé un peu avec ses potes, tu vois? Mais et il avait surtout, moi je pensais, j'étais convaincu qu'il pouvait le faire en se mettant un petit peu dessus et tout et donc on a commencé à faire quelques sons ensemble. On a fait des clips, des interviews un peu décalées avec les gens. Et maintenant, effectivement, on est souvent appelé pour faire des talks et les gens nous demandent à la fin, voilà, donc là, par exemple, au HR Technologies, France, là, c'est un salon, porte de Versailles. J'ai fait une keynote sur la marque employeur et puis à Mmh. la fin, on avait créé un son spécifiquement pour le sujet marque employeur et on l'avait fait en live, pour eux. Donc aujourd'hui, Recruiters in the House,
C'est plein de choses, mais c'est principalement, et ce que je mets en avant et veut mettre en avant, c'est du rap RH, du rap, comme on dit. Du rap. Et tu as le projet de faire un album prochainement? Yes, promo en excuse. On travaille sur un projet un peu plus. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, moi, j'ai jamais voulu faire du Fatal Bazooka ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas. Fatal Bazooka, c'est super. Enfin, pour ceux qui ont la rêve, parce que c'est un truc déjà. Vous êtes Mais trop jeune, en hein. gros, qui était quelque chose qui faisait du rap, mais un peu parodique. Oui. Je voulais pas faire de la parodie de rap, parce que à la base, moi, je viens du vrai rap, donc je voulais Mhm. faire du vrai rap. Mais c'était difficile de faire tout de suite du vrai rap. Et donc là, on l'a fait effectivement sur le ton de l'humour, sur un peu le Mhm. son startup, t'as licencié et tout. Au moment des startup licenciés, on a fait ce son-là où on prend un fait d'actu et on le prend un peu en dérision. Et donc là, sur le projet qu'on est en train de préparer, l'idée, c'est d'attaquer des sujets de fond, un peu comme, et pas forcément avec l'angle de l'humour, mais avec avec un angle de vrai rap, où on va dire les choses, on va dire les termes normalement, quoi. Revendiquer un peu le monde du Un travail. petit peu plus, ouais. Ok. Si ça te va, on va passer à deviner. On va essayer de deviner ton salaire. Yes? Donc pour cela, nous avons notre très cher public. Mmh. Donc je vous laisse un par un essayer d'estimer. Alors dans l'idée, c'est de dire un annuel brut, parce que s'il y en a qui commencent à dire le net, le machin, tout ça, comme ça on a une même base. Et tu vas nous dire qui est le plus proche de la OK, réalité. d'accord. Est-ce que ça vous va? Du coup, bonjour déjà. Salut. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de nous partager votre expérience. Moi, je dirais 50 000 par an. Alors Tu avais sorti la calculette pour le alors, Ouais, tu c'est ça. tu dis pas pour l'instant si c'est plus haut ou plus bas. On va juste donner vraiment chacun votre idée personnelle. 55 000 ou 60 000 entre les deux, je sais pas. OK. 45. 50. 63 600. Oh, ouais. Ah, pas mal. Ah ouais. Et le juste prix. Ah, il y en a qui- Alors, Ok. Philippe Risoli. Alors, tout le monde a répondu? Tout le monde va Ah, tu voulais- 105. 105 000. 105. Alors, c'est qui le plus proche pour toi? Alors, est-ce que les profs ont le droit de participer? Est-ce que j'exclus le prof ou pas? Non, parce que Bon, la demoiselle dernier rang était le plus proche jusqu'à ce que votre prof prenne la parole. donc après, je vous laisse. Après, est-ce que c'est peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas. Mais voilà, par rapport à la réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que les rémunérations et les grilles de rémunération aujourd'hui, de toute façon, en se renseignant, on peut regarder assez Ouais. facilement. Peut-être pendant un certain temps, des métiers RH, par exemple, à d'autres métiers en finance, marketing, communication et informatique étaient très décorrélés. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais attention, je dis pas que n'importe quel chargé RH qui démarre va gagner autant que. Mhm. En fait, tout est une question de maturité de boîte et de valeur ajoutée que la personne amène. Mais les salaires démarrent aux alentours de 30, et dans certaines boîtes démarrent à 40 et peuvent monter effectivement au-dessus de 100 dans certains cas. Ok. Mais vu qu'on est avec notre très cher public, là, je vous laisse un moment avec notre cher Hassam pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à sa carrière, sa vie perso, ou à des conseils aussi. Avec plaisir. Bonjour, alors ma question c'est pourquoi le recrutement? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le recrutement? Bah, franchement, rien. Moi, je n'avais pas vraiment envie de faire ce métier-là à la base. Ce qui était, c'était plus faire plaisir à une pression de mes proches que je sentais, qui était, bon, tu es à la fac, on sait très bien que tu n'y vas pas et que tu fais pas grand-chose. Il faut que tu aies un métier. Et donc, il y a une opportunité de stage, va à cet entretien. Et en fait, ça aurait été un truc de commercial, j'y serais allé, peut-être que j'aurais fait commercial, tu vois. Donc, je pense que effectivement, l'accident et le hasard. Et maintenant, je te fais quand même une réponse. J'aime beaucoup, j'adore le métier de recrutement. Et aujourd'hui, j'ai un scope qui est très hybride et qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas que sur du recrutement. Mais si je devais faire un seul métier dans ma vie, à part rappeur, ce serait recruteur. J'adore le recrutement. Moi, Parce dire que, footballeur, mais footballeur, ouais, pourquoi pas. Mais oui, le recrutement, c'est super parce que tu es un peu au carrefour d'un métier de commercial. Tu dois vendre ton job, tu dois vendre ton poste, tu dois faire des approches directes, tu dois travailler le marketing de tes offres. Et donc, en fait, je trouve que tu dois avoir de l'influence en interne, tu dois faire de la gestion de projet pour que tout le monde s'accorde sur une décision. T'es au carrefour de plein de choses qui font que si tu es un très bon recruteur, tu es très visible dans la boîte. Alors, ma question, c'est
Si demain vous serez amené à choisir entre le recrutement et la musique, Ouais. vous choisirez quel domaine? La musique. En fait, je me dis que si le choix, ça veut dire que pour des conditions égales, je choisirais bien sûr la musique parce que c'est une passion et parce que c'est ce que C'est ce qu'au fond de toi, j'aurais toujours voulu faire au fond de moi. Mais maintenant, je suis très très heureux à faire les recrutements et à faire les deux. Et peut-être même, je répondrais, le mieux, c'est de pouvoir faire les deux et c'est ce que je fais aujourd'hui et que j'espère pouvoir faire de plus en plus. est-ce que le fait que le rap reste une passion, ça te donne, enfin comment dire, il y a beaucoup quand leur passion devient leur travail, Mm. bah, ça les dégoûte. Ouais, Parce qu'ils n'ont plus le choix. c'est Tu vois, vrai. le rap, tu peux le faire un peu quand on a envie, Oui. quand tu es inspiré, mais de te dire que tu vas bosser pour C'est vrai écrire aussi, la ouais. musique. Est-ce que ça va pas te dégoûter de te forcer? C'est un très bon point et surtout le rap qui est un milieu pour le connaître et le côtoyer indirectement parfois et le monde du spectacle et le monde des intermittents du spectacle globalement. En réalité, oui, tu as raison. J'aimerais pas que ma réalité soit forcément de sortir des albums, faire des tournées, faire de la promo. Je dirais que c'est plus le fait, le process artistique, d'aller en plaisir studio d'écrire et le les plaisir idées. d'écrire. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être le meilleur des deux mondes à devoir faire ça comme un bonus et pouvoir avoir par contre une tribune et tu t'as parlé de LinkedIn, le fait d'avoir un réseau et une audience forte, de pouvoir amener une audience qui s'attend pas du tout à écouter du rap, à en écouter, Ah, bien sûr. plutôt pas mal. Puis il y a d'autres questions. Je voulais vous demander comment vous arrivez à gérer les deux métiers ensemble. Est-ce qu'un métier peut Mm. piétiner avec l'autre Ouais. ou pas? Ouais, c'est dur. Ça, c'est vrai que c'est dur en termes de. Et en fait, c'est pas lié au rap, c'est le fait de faire plein de choses en même temps, plein de projets. Et donc, j'ai un taf qui me prend beaucoup de temps. Et j'ai des à côté qui me prennent aussi beaucoup de temps. J'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants. Et donc, je dirais que le temps, la fatigue, le sommeil, c'est quelque chose sur lequel je suis pas un exemple. Je suis pas un exemple d'équilibre vie pro, vie perso, pour le coup. Et c'est aussi un des clichés que j'essaye de démonter, c'est que ne ne pensons pas que en fait, ni la réussite, ni l'excellence arrivent avec un équilibre vie pro perso. À un moment donné, tu fais, comme tu peux et puis tu fais au mieux, quoi, mais Moi, je voulais savoir, est-ce que le fait que maintenant vous êtes exposé, ouais. vous avez déjà senti que, par exemple, des candidats ou même des collègues ont un comportement qui a changé vis-à-vis de vous, que vous avez reçu des candidatures Mmh. de par votre image? Ah oui, oui. Bah, par la positive, oui, beaucoup, franchement, j'ai beaucoup de feedback, de gens qui me disent, que ça les inspire, que ça fait plaisir, qu'ils s'identifient. J'ai des candidatures entrantes, c'est sûr aujourd'hui, parfois c'est mieux que je fasse un post LinkedIn, que je mette une Une fiche annonce, une fiche de en poste, ouais. ligne. Ouais, parce que je vais faire un post qui va avoir, 40, 50, 100 000 impressions parfois. Là où une annonce peut-être va peiner à attirer plus de monde, parce que mon audience est déjà en plus un peu qualifiée sur les sujets RH que je veux. Et tu penses, tu as vu une différence de qualité du coup entre poster par. Enfin, est-ce que tu as plus de qualité à poster par ton compte? Mm. Parce que tu auras plus de gens, mais du coup, tu as des meilleurs talents. Ou est-ce que le fait d'avoir vraiment une fiche de poste plus neutre Ouais. va te donner des meilleurs talents? Ouais, c'est un bon point. Je pense que oui, ils sont peut-être un peu plus qualifiés par mon canal. Après, évidemment, le volume reste plus important du côté d'une annonce classique, parce que, Mm. bon, je dis ça en rigolant, mais bien sûr, tu as 300 candidatures en 2 jours, là où moi, je vais avoir peut-être une dizaine de personnes, mais qui sont peut-être Mm. un peu plus qualifiées, parce qu'ils Ouais. me suivent et ils savent de quoi je parle, et ils sont Mm. un peu dans la niche de ce que je vais chercher. Mais après, pour aussi répondre à la deuxième partie de la question, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui, en fait, dès que tu prends la lumière, dès que tu t'exprimes, dès que tu, en plus, sur des sujets qui peuvent être un peu clivants, subversifs, tu crées, en fait, tu as un miroir des anxiétés, des incertitudes, des pensées limitantes des autres. Donc, en fait, les autres, s'ils n'ont pas confiance en eux, et en fait, c'est ceux qui viennent me dire, oh, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Je suis en mode, ah, c'est gentil, mais je me dis, toi, un jour, tu vas potentiellement en avoir marre de moi parce qu'en fait, je leur renvoie une image de ce que eux n'aimeraient pas du tout faire. Mm. Et donc, bien sûr, je pense, et puis ça, c'est un premier point, et c'est le deuxième, c'est que quand on est dans un métier qui prend plus la lumière et la communication, les gens nous résument un peu à ça. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens, par exemple, me disent, ah, mais toi, t'es juste le gars des réseaux sociaux de Free, ou ah, t'es le gars de la com de Free, etc. Et oublie que j'ai un métier, effectivement, qui est à côté. Mais bon, c'est le jeu, je l'accepte. C'est pas, Bien c'est sûr, pas- on peut c'est pas pas plaire grave. à tout le monde. Et ce On qui est peut pas important, plaire à c'est tout le qu'on monde. se passe à nous-mêmes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et directeur talent chez Free, qu'est-ce que ça te spécifique par rapport à une autre boîte? C'est un peu lié à l'ADN de la boîte, qui est sur le sujet talent, pas forcément
très, très pensé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas théorisé. Il y a des préceptes de base qui sont un peu ceux de Xavier Niel dès le départ, à savoir pas de culture de la religion du diplôme. Lui-même étant autodidacte, je veux des gens qui soient motivés, qui soient bons, et je m'en fous de leur CV, je m'en fous de leur diplôme. Et donc ça, c'est quand même assez vrai sur les 2 000 à 3 000 recrutements qu'on va faire par an. C'est vrai, et bien sûr, sur certains postes très techniques ou de dirigeants, on va pas se mentir, on est aussi sur des codes d'école quand même, pour avoir un discours de vérité. Je dirais que c'est une boîte où il y a peu de process, pas beaucoup de réunions, pas beaucoup de slides. Moi, je venais de Doctolib où il y avait beaucoup de présentations, de slides, de structures, de KPI, etc. Il y en a beaucoup moins chez Free. Où ça va très 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 vite. Bah, typiquement, j'en suis un exemple. On est capable de donner beaucoup de responsabilités d'un coup à quelqu'un et un côté un peu couteau suisse dans les postes qu'il y a que j'ai pas retrouvé ailleurs jusqu'à là. OK. Je voulais que tu nous parles, un peu un échec que tu as vécu. Mmh. Parce que là, quand on t'entend parler, on dirait que tu as eu que des réussites et je trouve qu'on parle pas souvent assez des échecs parce que c'est aussi ce qui nous forge et aussi c'est Mmh. pas une fatalité. Souvent, quand on est jeune, on lance un projet, on est dans notre premier boulot, on se Mmh. dit: Faut pas que j'échoue parce que vraiment ma vie va être finie après». Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu un échec, qui a peut-être plus ou moins fort, mais au moins tu t'es dit: «Finalement, c'est pas si grave et ça m'a appris quelque chose»? Ouais. En fait, je pense que je me suis jamais dit: «C'est pas si grave», parce que je suis quelqu'un qui en fait, je suis très positif et je passe vite à autre chose, mais j'ai un maxi seum quand même, quand il y a un truc que je rate Ouais. ou j'ai pas ce que je veux, en vrai, je suis quand même, je suis énervé, quoi. Et Mmh. donc je vais pas faire le gars: «Non, j'ai toujours, appris de ma réussite». Pour autant, j'ai quand même pas l'impression d'avoir eu d'énormes échecs, Mmh. et donc peut-être que du coup, j'arrive quand même à relativiser assez pour pas aujourd'hui, avec le recul, me dire j'ai par exemple 0 regret sur, les choix que j'ai fait à chaque fois que c'est pas que j'ai beaucoup bougé parce que c'était pour répondre à ta question, 20 ans d'expérience, j'ai fait 4 ou 5 boîtes, c'est pas énorme, mais quand même, bouger tous les 4 5 ans, c'est un peu Mmh. mon rythme de croisière. Et à des moments où je suis, à chaque fois assez bien, je parle pas à des moments où je suis un peu au fond de Mmh. au creux de la vague, et bah, c'est à chaque fois des prises de risques où je me suis toujours dit: «À un moment donné, tu vas regretter parce que tu vas faire une erreur et tu vas dire: "Ah mince, là, tu as quitté tel job ou tu as quitté tel truc, tu as raté des actions", et cetera». Mmh. Et j'arrive à ne pas avoir de regrets, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais oui, à un moment donné, quand j'ai voulu quitter le monde du cabinet, je m'étais fait tout un film où je serais en entreprise, dans une boîte. J'avais un peu ces clichés. J'avais Canal+ comme, comme boîte un peu Mmh. phare, tu vois. Je me suis OK. dit: «Ah, je rêve de bosser chez Canal», et cetera. Et donc j'avais un entretien avec une des DRH à l'époque de Canal. Je pense qu'elle doit être à la retraite maintenant, donc je me rappelle même plus de son nom. Mais et en fait, ça a été un énorme fail. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais en manager, en cabinet de recrutement, en voiture de fonction. J'avais une équipe. J'étais très Ouais. et donc je me suis dit: «Bon, Et là, tu fais bâcher, un entretien RH en interne, tu vois? C'est des clients à moi, ouais. tout le temps. Je les vois bien qu'ils sont pas non plus, voilà». Et en fait, j'arrive et en fait, la meuf m'a déboîté sur tout, genre, «Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas cohérent, voilà, ça va pas du tout», et je me suis mangé une claque, là-dessus. Au-delà du fait qu'en plus, c'est une personne qui était un peu hostile quand même et un peu arrogante, je trouve, par rapport à Mmh. mon profil. Et en fait, ouais, j'étais sur le coup, assez déprimé de me dire, en fait, «Tu nul quoi, tu vraiment pas au niveau en vrai pour rentrer dans ce genre de boîte». Et j'avais, je pense, idéalisé aussi, c'est ce que beaucoup de gens font et je fais encore, moi Ouais. sûrement. C'est, tu te fais une idée, genre moi Canal+, c'était: «Ah moi si je bosse chez Canal+, je vais être là, l'esprit Canal», et Et ça, cetera. je le vois beaucoup ça, même chez les gens chez les jeunes, c'est qu'on a un objectif de boîte Mmh, et du coup, on serait à tout arrêter pour cette boîte-là. mmh, Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est la réalité interne. On voit c'est l'image vrai. qui reflète en Ouais. extérieur, mais on ne sait pas si les collègues, si la façon de travailler, les objectifs est Mmh. bien, en fait. Et du coup, Bah, beaucoup ouais. se bloquent et ratent beaucoup d'opportunités, en fait, Bah, là-dessus. il y a un des exemples que je vois souvent, parce que je fais beaucoup de salons avec des alternantes, et cetera. Il y en a plein qui veulent travailler dans le luxe, tu vois? Mmh. Et je l'ai beaucoup: «Ouais, non, moi, je travaille c'est le luxe et tout». Moi, de ma fenêtre, j'aime pas parce que et encore une fois, tous les boîtes de luxe sont pas comme ça, et cetera. Oui. Mais c'est quand même des boîtes où, en termes de culture d'entreprise, justement, et de process et de facilité à prendre des initiatives. Moi, j'ai plus souvent eu des exemples de contraintes de boîtes un peu contraignantes à ce niveau-là. Et donc, en tant qu'employé, bosser là-bas. Après, je peux comprendre parce qu'on est
hyper fan d'un sac ou d'une marque ou d'un cosmétique, on a envie de bosser pour. Moi perso, je suis PSG, je suis un supporter du PSG et j'ai appelé la DRH du PSG il y a quelques temps et pour lui pitcher à quel point je rêvais de bosser au PSG. Et en fait, après ce call, elle-même, même moi, je fais encore cette erreur d'idéaliser. Elle m'a dit, mais en fait, tu sais, bosser au PSG, tu vas pas être avec Neymar et Messi en open space, quoi. C'est pas du tout ça la réalité du job. Tu as recruté les nouveaux talents du PSG. Ouais, je suis pas agent FIFA, quoi. Bon, mais donc ouais, je pense que c'est intéressant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, avoir des jobs qui payent bien, des jobs où vous allez apprendre des choses, où vous allez progresser, sont souvent dans d'autres endroits que ce que vous avez pensé initialement. Ok. Pour finir cette interview, je te propose de nous lâcher un freestyle. Alors, juste en régie, tu peux, disons, tu as un instru, j'ai vu que tu as marqué que tu as un instru, Louis. Je vais vous faire le son que j'avais fait au Grand Rex, justement. Yeah, ok. Sur ma tête, j'ai le Cassoni, derrière moi que des gars solides. Plus de 20 piges dans le recrutement, il était temps que je te passe au crib. De la street à l'entreprise, un peu de rap dans ta newsfeed. Sois pas choqué que de la musique existe sur LinkedIn. T'étais pas prêt que je parle du taf en rappant. Est-ce plus pratique de lire des articles ou de pratiquer de la danse? Yeah, yeah. C'est quoi? Enlève-le, je vais le faire a cappella, c'est mieux parce que j'entends pas. Et il m'a pris un BPM assez rapide, le gars. Mais je vais vous la refaire parce que ça raconte un peu comment je me suis émancipé du costume cravate. Et donc, effectivement, sur ma tête, j'ai le Cassoni, derrière moi que des gars solides. Plus de 15 piges dans le recrutement, il était temps que je le passe au crib. De la street à l'entreprise, un peu de rap dans ta newsfeed. Sois pas choqué que de la musique puisse exister, même sur LinkedIn. T'étais pas prêt que je parle du rap en l'afran. Est-ce plus pratique de lire des articles ou bien de lire des pas de danse? Moi, je préfère lire de la cadence. Ça parle de diversité pour pouvoir fidéliser. De la grosse boîte à la start-up. Attends, je vais tout expliquer. Mes premiers tafs m'ont appris qu'il fallait se battre un peu plus tard. J'ai eu l'occasion de lâcher les chemises cravates. Porter le costume, c'était Mardi Gras. Merci. Merci beaucoup.